Êtes-vous prêt à vous éduquer pour vous élever? Ça, c'était notre campagne de sensibilisation pour l'année 2019. Vous m'entendez? Oh, je pensais. OK, d'accord, on est correct. Présentez, bon. Alors, c'était notre campagne de sensibilisation pour l'année 2019. Malheureusement, à cause du projet de Counseling ACN qu'on a fait l'année passée, on n'a pas pu mettre une autre campagne de sensibilisation sur la date de l'anniversaire de ma soeur comme on fait d'habitude. Mais le but, vraiment, c'était d'avoir cet espace, de pouvoir fournir j'essaie de trouver mes mots, de pouvoir laisser le monde voir que ça nous affecte, notre communauté aussi. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre des personnes de couleur, des personnes noires dans la vidéo, parce que souvent, on ne se voit pas quand on parle de la santé mentale noire. Puis, c'était important pour nous qu'on puisse se voir. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ceci comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de santé mentale des Noirs? On sait que la santé mentale ne choisit pas, il n'y a pas de discrimination quand il choisit ses victimes. Ça nous affecte tous. Mais quand on parle de santé mentale noire, on parle je perds mes mots pour une raison. On parle des raisons pourquoi ça peut commencer. Alors, de nombreuses influences sociales peuvent contribuer ou à aggraver la santé mentale d'une personne en général. Il est juste de supposer que tout le monde, indépendamment de sa race ou de son statut social, a des conditions dans sa vie qui peuvent nuire à son bien-être émotionnel. Cependant, en raison des antécédents de racisme et d'oppression, la quantité de facteurs de risque de la maladie mentale et de stress émotionnel est significativement plus élevée chez les personnes de couleur. Alors, on sait que le racisme et l'oppression, c'est quelque chose qui nous affecte toujours. C'est pas quelque chose du passé. Et ça c'est quelque chose qu'on n'adresse pas assez souvent, comment ça nous affecte. Souvent, le monde pense quelque chose se passe, puis tu vas chez toi, c'est fini, mais non, c'est pas fini, ça t'affecte émotionnellement. Puis, quand on n'adresse pas ça, ça fait juste augmenter, puis ça s'ajoute, puis jusqu'à ce que c'est trop pour nous. Puis, c'est une cause de maladie mentale qui affecte souvent la population noire qu'on n'en parle pas. Puis, les microagressions aussi, c'est des choses qu'on subit à chaque jour, puis qu'on n'adresse pas. Alors, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut dire par santé mentale noire. C'est les risques qui augmentent le stress émotionnel pour nous. Les statistiques, je trouve que c'est très important. C'est très difficile de trouver des statistiques pour la santé mentale noire, surtout au Canada, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font faire. Je sais que l'Université d'Ottawa en a fait un récemment. Celui-ci, je l'ai eu de 2018. Alors, une étudiante, c'était pour son programme, elle a pu faire une recherche, puis elle nous a envoyé ces informations qui sont très, très importantes. 95% des personnes interrogées estiment que la sous-utilisation services de santé mentale par les Canadiens de race noire est un problème qui doit être résolu. Alors, comme on sait, souvent, on ne sait pas comment reconnaître les signes de santé mentale, alors c'est rare qu'on va aller chercher de l'aide pour les maladies de santé mentale. 60% des personnes seraient plus disposées à utiliser les services de santé mentale si le professionnel était un professionnel noir. Désolée, je ne peux pas voir mon écran. Oui, si était un professionnel de la santé mentale noire. C'est pour ça que quand on a lancé notre programme l'année passée, c'était très important pour nous que les professionnels étaient des professionnels noirs. Puis quand on parle des professionnels noirs, on ne veut pas juste dire, parce que noir, c'est
on a plusieurs cultures dans la communauté noire. On sait qu'il y a des Noirs de l'Afrique, des Noirs des Caraïbes, puis on a des Canadiens noirs aussi. Alors, quand on parle de Noirs, on parle, quand on regarde, on voit la peau, mais on parle aussi des différentes cultures dans la communauté noire qu'on voulait couvrir. Alors, quand on a choisi des professionnels pour travailler avec, on s'est assuré que les cultures étaient riches aussi. Puis, il a été constaté que 35,4% éprouvaient des détresses psychologiques importantes. On sait que le problème est là, on sait que plusieurs membres de notre communauté souffrent, mais vraiment, c'est savoir, comme je dis souvent, c'est savoir quand chercher de l'aide, puis aussi comment reconnaître les signes de la santé mentale. Okay. Pendant COVID, les choses pendant COVID étaient très, très difficiles pour tout le monde. Mais on sait encore que la communauté noire a été affectée énormément. Plusieurs personnes ont perdu leur vie, puis plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Et le stress ajouté a affecté beaucoup de personnes. Puis on sait que le COVID n'affecte pas seulement l'individu, mais aussi la famille. Les statistiques qu'on a reçues, ces statistiques viennent d'un projet que j'ai travaillé avec la Commission de la santé mentale. Puis, on a trouvé que 27,9% des répondants membres de la minorité visible noire affirmaient avoir une santé mentale passable ou mauvaise comparativement à 22,9% des répondants blancs. 32% des répondants membres de la minorité visible noire ont déclaré avoir ressenti des symptômes correspondant à un trouble d'anxiété généralisé, modéré ou sévère. 35,5% des répondants membres de la minorité visible noire ont déclaré vivre de l'insécurité financière en raison de la pandémie de COVID-19, comparativement à 22,1% des répondants blancs. Alors, ça, c'est, comme je dis, c'est un ajout de stress, puis surtout quand tu ne sais pas, ton emploi n'est pas garanti et juste voir tout ce qui se passait l'année passée et qui se passe toujours, mais c'est difficile. Okay. Les problèmes et les obstacles. On sait qu'il y a plusieurs problèmes, mais on va regarder vraiment c'est quoi les plus grands problèmes qu'on fait face. La stigmatisation et les mythes, l'inégalité systématique, manque de représentation, connaissance en santé mentale et sensibilisation. Je suis désolée, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. Je suis là pour répondre à vos questions, alors n'hésitez pas. Okay. Stigmatisation. Souvent, on pense que souffrir de maladie de santé mentale ou de toxicomanie, c'est un signe de faiblesse, qui est quelque chose qu'on doit adresser, quelque chose qui n'est pas vrai, mais quelque chose qui est qu'on entend souvent dans la communauté. C'est une malédiction ou la sorcellerie. Ça, je l'ai entendu souvent. À la place d'aller chercher l'aide médicale, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On prie plus, on demande pour des prières parce qu'on pense que c'est quelqu'un ou quelque chose qui essaie de nous faire mal. Parce que trop souvent, on ne connaît pas la maladie mentale comme une maladie. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ça nous affecte, ça peut affecter n'importe qui. La seule différence, c'est que c'est plus difficile à voir que si ce serait une maladie physique. Qui peut être traitée avec prière et une foi plus forte en Dieu. Ça, c'est quelque chose que ma famille, personnellement, c'est quelque chose que ma mère, elle réunissait ses sœurs, elle appelait des prêtres pour voir si on priait assez fort, si on continuait à prier, alors peut-être que ma sœur allait être mieux. Mais encore, on ne peut pas juste prier que la maladie va partir. C'est bon de prier, c'est bon d'être connecté, mais il faut vraiment être actif à prendre des étapes pour
pour adresser qu'est-ce qui ne va pas. Souvent aussi, j'ai entendu que c'était un choix, une excuse. Alors, si tu souffrais d'anxiété ou de la dépression, j'attendais, tu as juste à te lever. Lève-toi, bouge, ça va être correct, arrête de faire la paresse. Mais ça encore, ça vient du fait qu'on ne comprend pas vraiment c'est quoi la maladie mentale. C'est pour ça que on doit s'éduquer beaucoup, beaucoup plus parce que ce n'est pas un choix. Tu ne choisis pas d'être malade, tu ne choisis pas que les choses dans ta vie changent ou comment tu ne choisis pas comment tu te ressens. C'est pas un choix. Puis je pense qu'on doit en parler beaucoup plus pour reconnaître ça. Les problèmes de santé mentale font partie intégrante de l'expérience des Noirs, l'anxiété, la dépression. Alors souvent, on pense que je me sens comme ça parce que ça fait partie de la vie. C'est, comme en anglais, c'est the black struggle. C'est normal pour nous de se ressentir comme ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait face à tous les jours. On s'attend que les choses vont être difficiles. Mais on n'est pas obligé d'accepter ça. C'est pas quelque chose que on doit accepter, surtout quand il y a de l'aide disponible, surtout quand c'est quelque chose qui affecte n'importe qui. C'est pas juste notre communauté que ça affecte. Alors, c'est pas, on n'est pas obligé de l'accepter. Ça ne va pas dire qu'on est moins forte parce qu'on décide d'aller chercher de l'aide. Au contraire, c'est un signe qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas, qu'on est fort, vraiment, qu'on se combat contre qu'est-ce qui se passe. On ne fait pas juste accepter ça. Alors, c'est tabou et souvent traité comme un secret de famille. Le fait qu'on ne veut pas y en parler, le fait qu'on ne va pas chercher de l'aide, le fait que à la place d'aller chercher de l'aide, on cache ça parce qu'on pense que le monde va regarder notre famille différemment. On pense que le monde va penser que quelque chose est mauvais dans notre famille ou quelque chose de même. Encore, c'est des idées fausses qu'on doit travailler à enlever dans notre communauté parce que à cause de ces stigmatisations, trop de personnes souffrent en silence. Trop de personnes perdent leur vie parce qu'on ne veut pas l'adresser. Alors, c'est très, très, très important qu'on sait que ces idées sont là, mais c'est très important de s'éduquer vraiment pour mieux comprendre le problème et mieux comprendre comment adresser le problème parce qu'on ne veut pas attendre que ça soit trop tard. On ne veut pas attendre qu'on arrive dans un moment qu'on ne peut plus retourner. Alors, quand on voit les signes, c'est très, très important de l'adresser immédiatement. On sait aussi qu'on a des inégalités systématiques contre la communauté noire qui chômage plus élevé et ont un salaire inférieur à la moyenne. Alors, si tu n'as pas d'assurance ou si tu n'as pas les frais, c'est difficile d'aller chercher de l'aide privée parce qu'on sait que c'est dispendieux vraiment d'aller chercher de la thérapie est dispendieuse. Qui est très malheureux parce que personnellement, je trouve que ça devrait être couvert parce que c'est une maladie comme les autres. Mais ça, c'est un des obstacles qui nous empêche de trouver de l'aide. Les personnes noires qui résident au Canada sont plus susceptibles d'avoir de la difficulté à trouver un médecin de famille. Alors, si déjà tu n'as pas les frais pour aller chercher de l'aide privée, l'autre moyen, c'est vers ton docteur de famille qui peut te référer à quelqu'un pour voir. Mais si tu n'as pas de médecin de famille encore, c'est un autre problème, c'est un autre obstacle qui nous empêche de trouver, d'aller chercher de l'aide. Le délai d'attente pour avoir accès aux soins de santé mentale atteignant un moyen de 16 mois, soit plus de 2 fois le délai d'attente pour les Blancs. Alors, le délai d'attente pour les Blancs sont environ 7 mois et le délai d'attente pour les Noirs sont 16 mois. Ça, je pense que
encore, ça va avec les deux autres points qu'on vient de mentionner, mais aussi souvent, la communauté noire, comme on sait, préfère voir quelqu'un qui peut mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vont à travers, qui peut mieux comprendre leur culture. Alors, ça ajoute au délai d'attente. Il y a souvent une barrière culturelle et parfois linguistique dans les services de santé mentale actuels. Alors, comme je disais, c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui comprend ta culture, qui peut souvent juste trouver de l'aide en français, c'est très, très, très difficile présentement. Alors, ça crée une barrière. C'est pour ça qu'on trouve que non seulement c'est important d'avoir plus de professionnels de santé mentale noirs, mais aussi c'est important d'avoir même les professionnels de la santé mentale blancs qui peuvent avoir une formation pour mieux comprendre qu'est-ce que les différentes cultures au Canada. Je pense qu'il y a une question, Antoinette. C'est pas juste ma question, c'est juste que j'ai trouvé c'est une question très importante qui a été posée par quelqu'un d'autre, mais qui demande c'est quoi les signes de la maladie mentale. C'est très important d'y répondre parce que le problème, c'est qu'on reste toujours dans l'ignorance et par conséquent, on ne va jamais consulter. Merci. Pas de problème. L'affaire avec la maladie mentale, c'est que comme les maladies physiques, il y en a plusieurs. Alors, c'est mieux de voir un professionnel de la santé mentale pour mieux y connaître. Mais comme si on parle de l'anxiété, il y a de l'anxiété, il y a la dépression qui sont les plus connues. Mais il y a sûrement des centaines de différentes maladies mentales. Alors, pour moi, je vais partager une histoire personnelle. Quand j'étais au secondaire, j'avais l'habitude de passer ma journée à dormir. Et je ne voulais pas sortir de ma chambre. Je restais souvent au lit. Je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas voir personne. Puis, je pensais que c'était juste moi qui était antisociale. C'est juste que je préfère être seule. Mais il y avait une tristesse que je ne comprenais pas. Mais je pensais encore que c'était juste moi. Puis ça a pris, après que j'ai commencé cette fondation, que j'ai su que c'était un problème. Quand j'allais à travers, je ne savais pas. C'est récemment que j'ai su que ce n'est pas complètement normal de passer plus de 10 heures dans sa chambre. J'allais à l'école et je retournais dans ma chambre, puis je vivais dans ma chambre parce que j'avais peur d'être autour de d'autres personnes. Puis, la tristesse que je ressentais, je pensais que c'était juste moi qui voulais me déconnecter du monde. Et j'avais de la difficulté à comprendre c'est quoi. Mais c'est pour ça, si on ne sait pas comment reconnaître les signes, on ne sait pas quand aller chercher de l'aide, puis on ne sait pas comment, si on devrait même y en parler, parce que souvent dans notre communauté, on ne le fait pas. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que je peux juste te dire un petit mot? Oui. J'apprécie beaucoup votre apport et votre... Je m'excuse, je parle un peu avec une voix basse, juste parce que je me sens mal aussi, mais ce n'est pas grave. Je vais juste ajouter un mot parce que moi, j'ai fait les études psychologiques et j'ai travaillé dans ce domaine et je continue aussi. Ça me passionne. Juste vous dire que... bon, juste vous faire un petit complément par rapport à votre réponse pour reconnaître les signes de la maladie mentale. En fait, toutes les personnes ne sont pas affectées par les mêmes stimuli. Je peux avoir un problème et je peux rester intacte dépendamment de ma personnalité ou des opportunités que j'ai eues dans le passé. Donc, c'est toute une multitude de signes qu'on ne peut pas tous identifier juste ici. Mais je veux juste dire que c'est le contraire de la routine normale de la journée. Si vous commencez à voir que la personne commence à s'isoler, par exemple, à ne pas vaquer à ses activités de façon habituelle, si vous voyez que la personne commence à perdre de l'énergie, à perdre de l'intérêt par rapport à ce qu'il faisait normalement, si vous voyez que la personne se sent un peu vide ou
commence à ne rien aimer et que ça dure un peu longtemps, il faut se questionner, il faut voir qu'est-ce qui change. La personne peut changer d'humeur, peut avoir des douleurs, peut avoir envie de fumer, de consommer, de boire, de prendre des drogues. Il y a beaucoup, beaucoup de signes qui peuvent nous renseigner sur le début du problème de santé mentale. Donc, c'est vraiment, c'est bien de documenter, de poser ce genre de questions parce que c'est beaucoup et ça n'apparaît pas pareillement chez tous les humains. Voilà, merci. Non, je suis tout à fait d'accord parce que plusieurs des signes que tu as mentionnés, c'est des signes qu'on a vus dans ma sœur au commencement, mais encore qu'on n'a pas pu reconnaître. Le fait que ma sœur était une jeune femme qui détestait l'odeur de la cigarette, mais qui soudainement a commencé à fumer elle-même ou à boire de plus en plus, à rester dehors. Elle a même changé complètement son groupe d'amis. On a vu que plusieurs choses étaient différentes, mais encore dans notre but de famille, c'était juste elle qui faisait des mauvaises décisions. On n'a pas pu reconnaître que c'était un signe de qu'est-ce qu'elle passait à travers. Ouais. Merci pour ça. Marie, juste pour te faire savoir que la question que Antoinette a posée n'était pas complète. En fait, c'est Redouane qui a posé la question sur le chat. Merci Redouane et merci aussi Antoinette pour ton intervention. Donc, juste pour compléter la question, si tu peux y répondre, c'est quels sont les facteurs qui peuvent entraîner la maladie? Souvent, ça dépend de la personne encore, mais le stress, souvent, peut entraîner une maladie de santé mentale. Juste un changement d'environnement aussi peut être un facteur. Encore, c'est une conversation que j'ai eue souvent avec des amis. Nous, on a immigré d'ici d'Haïti. Puis, c'était complètement un choc pour moi quand je suis arrivée ici. J'ai arrêté de parler, je ne parlais plus, je n'étais pas autant active que j'étais, je ne voulais pas manger. Ça, c'est quelque chose qu'on adresse pas assez souvent aussi pour les enfants qui se trouvent dans un environnement complètement différent, comment que ça peut affecter leur santé mentale. Mais il y a plusieurs facteurs. Ça peut être quelque chose dans la famille, ça peut être ton environnement, même ton environnement au travail peut enchaîner quelque chose. Mais les facteurs c'est difficile à dire quelque chose d'exact, ça dépend de la personne, ça dépend de leur histoire. Puis aussi, certaines maladies mentales aussi peut se faire passer par la famille héréditaire. Alors, il y a plusieurs facteurs que j'ai pu apprendre dès que j'ai commencé cette fondation. Puis aussi, on a souvent des formations avec des professionnels de la santé mentale pour mieux comprendre et mieux apprendre aussi. Est-ce que ça répond à la question? OK, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Marie. Oui. Merci pour les réponses. Oui. Oui. Bienvenue. Alors, ce que j'étais... Alors, je pense qu'on avait fini ici. Alors, aussi le manque de représentation. Il y a un manque de représentation dans les programmes de sensibilisation, ce qui ne sert qu'à valider l'illusion que cela ne nous affecte pas. So, une des choses que j'entends encore, et même que je pense que j'ai dit dans le passé, c'est que ça ne nous affecte pas, nous, les Noirs, parce que vraiment, que maintenant, je peux voir comment que c'est un problème, mais on pensait que c'est un privilège d'avoir le temps d'avoir une maladie de santé mentale. C'est un privilège de pouvoir dire « Ah, j'ai de la dépression ou de l'anxiété parce que, comme on dit, j'ai pas le temps pour ça. I don't have time for that. » Souvent, j'entends « It's a white people problem. » C'est un problème des Blancs.
qui vient, qui montre le manque d'éducation au sujet. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on ne pensait pas que on a tellement de choses à tous les jours que ça, c'est pas quelque chose qui nous affecte. Ou comme je disais avant, ça fait juste partie de la vie. Mais on sait mieux maintenant que ça ne fait pas juste partie de la vie, que c'est une maladie comme toutes les autres. Il est essentiel d'avoir des personnes de couleur à la table alors que de nouveaux projets et campagnes de sensibilisation sont lancés. Cela garantira que nous incluons différentes perspectives et que les programmes sont adaptés à diverses communautés. Alors, si on veut toucher la communauté noire, c'est important qu'on ait quelqu'un qui comprend cette communauté-là quand ces programmes sont créés. Parce que souvent, on n'est pas inclus. Et encore, si on n'est pas inclus, on ne se voit pas, on pense que ça ne nous touche pas. Quelques années passées, le Bell Let's Talk, c'était rare de voir des personnes de couleur dans ces campagnes, ce qui nous exclut de la conversation parce qu'on ne se voit pas encore. Alors, c'est très, très important d'avoir des personnes de couleur dans les campagnes de sensibilisation, mais aussi quand ces projets-là sont créés, parce qu'il faut savoir comment aller joindre la communauté noire, comment les éduquer sur le sujet, comment les promouvoir les services qui sont disponibles. Alors, pour faire ça, il faut avoir quelqu'un de la communauté qui comprend qu'est-ce qui affecte la communauté. Alors, aussi, des connexions culturelles entre le client et le professionnel de la santé mentale, qui est un grand problème parce que une des histoires qu'un professeur de l'Université d'Ottawa m'a raconté, c'est que quelqu'un qui souffrait de maladie de santé mentale a été voir son psychologue, puis il parlait de religion et de Jésus comme si Jésus faisait partie de sa famille. Et la psychologue pensait que c'était la délusion que la personne voit vraiment Jésus comme partie de la famille, mais sans comprendre que dans leur culture, c'est comme ça qu'ils adressent Jésus. C'est là que si tu ne comprends pas bien la culture, il peut être difficile de voir qu'est-ce qui ne va pas avec la personne. Okay. Connaissance en santé mentale et sensibilisation. Alors, l'incapacité de reconnaître les symptômes de la maladie mentale. Si tu ne sais pas, comme je disais quand j'étais jeune, puis je dormais 10-12 heures de temps et je ne sortais pas de ma chambre, je ne savais pas que c'était un problème. Puis si tu es incapable de reconnaître les signes, alors tu ne sais pas que tu dois en parler parce que tu penses que c'est normal ou tu penses que c'est juste une partie de ta vie ou c'est juste où ce que tu es présentement. Mais il faut tellement s'éduquer. C'est ça que j'essaie de pousser le plus, s'éduquer parce que c'est ça qui va créer une grande différence. Parce que le mieux qu'on peut comprendre c'est quoi la maladie mentale et comment diverse que c'est, le mieux qu'on est équipé à savoir quand chercher de l'aide. Ne pas savoir quand demander de l'aide, comme je disais. Tu ne connais pas les signes, tu ne sais pas que c'est le temps d'aller voir quelqu'un. Penser que c'est de notre faute, avoir honte. On pense souvent que si on ne se sent pas bien mentalement, que c'est sûrement quelque chose qu'on a fait. Comme je disais, moi, je pensais que c'est moi qui ne voulais pas être autour de d'autres personnes. C'est moi qui étais antisociale, c'est moi qui voulais rester dans mon coin. Puis c'est moi qui choisissais de me déconnecter de mes amis. Puis alors, c'était ma faute que qu'est-ce que je passais, c'était ma faute, puis je ne voulais pas parler. Pensez que vous n'avez pas besoin d'aide parce que vous pouvez le gérer vous-même, qui est quelque chose qu'on fait souvent dans notre communauté. On pense que parce qu'on est une communauté très forte, parce qu'on en a passé beaucoup. Alors ça, c'est juste une autre chose qu'on doit en passer, puis on peut gérer ça nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un professionnel. Puis, c'est pas bien parce que ça fait juste donner plus de temps pour que le problème s'aggrave.
ne pas pouvoir faire la différence entre la santé mentale et la maladie mentale. Je pense souvent à une des raisons pourquoi le monde ne va pas chercher de l'aide, parce qu'ils disent « Ah, j'ai pas de maladie mentale, moi je suis correct ». Mais il faut aussi savoir que comme le corps, comme n'importe quoi, il faut gérer ça. Il faut gérer notre santé mentale. Il faut prendre soin de nous. Puis, tu n'es pas obligé de souffrir d'une maladie mentale pour aller voir quelqu'un. C'est bon de faire un check-up de temps en temps. C'est bon de parler à quelqu'un si quelque chose vous angoisse. C'est bon de faire du self-care, prendre du temps pour soi-même. Il y a une grosse différence entre la maladie mentale et la santé mentale. La santé mentale, c'est garder notre santé mentale, c'est prendre soin de nous, vraiment. Puis, même si, et ça peut inclure aller voir quelqu'un de temps en temps pour parler de notre vie, de qu'est-ce qui se passe, pour s'assurer que rien, qu'on est correct, qu'on est en santé, qu'on peut continuer. Puis, c'est important, c'est très, très, très important de prendre soin de notre santé mentale. Promouvoir la santé mentale dans la communauté noire. Il faut normaliser le sujet en parlant davantage. Alors, c'était vraiment ça notre but qu'on a commencé FAMAS. On voulait en parler davantage. On voulait on passait en partageant notre histoire. On sait qu'on n'était pas les seuls qui a passé à travers ça. Alors, on voulait parler davantage parce que une des choses qu'on s'est dit, c'est peut-être si on aurait su comment reconnaître les signes, on aurait pu aller chercher de l'aide d'avance. Mais quand tu ne connais pas mieux, tu ne peux pas faire mieux. Alors, en parlant, puis normaliser le sujet, quelque chose qu'on peut en parler avec les amis, peut-être à la famille, ou même juste aller voir un psychologue si possible. C'est recommandé. Il faut continuer à en parler parce que le plus qu'on en parle, le moins que c'est tabou. Nous devons inclure la diversité dans les campagnes de sensibilisation. Il faut pouvoir se voir. Il faut pouvoir savoir que le message s'adresse à nous aussi. C'est très, très, très important parce que, encore, ce n'est pas juste un problème d'autres races. Ça nous affecte autant et souvent beaucoup plus dans certaines situations. Nous devons inclure plusieurs représentations de la communauté noire dans l'élaboration, comme on disait. Ça, c'est les façons qu'on peut promouvoir la santé mentale. Il faut savoir que les programmes peuvent inclure des personnes de couleur. Puis quand je parle pas seulement pour la communauté noire, mais aussi les Premières Nations. C'est important d'avoir la représentation partout. La santé mentale ne fait pas de discrimination. Ça nous touche tous. Alors, c'est important qu'on puisse voir pour on sache que le message s'adresse à nous aussi. Je ne peux pas voir le bas de ma page. Nous devons continuer à éduquer notre communauté et promouvoir le bien-être mental. Alors, comme je disais avant, le bien-être mental est important. Il faut prendre soin de nous, puis il ne faut pas attendre à la dernière minute pour aller chercher de l'aide. Souvent, malheureusement, c'est quand on est rendu au bout, qu'on n'en peut plus, c'est là que plusieurs membres de notre communauté pensent que c'est le temps d'aller chercher de l'aide. Mais on peut adresser ça dès le début. Puis c'est ça qu'on doit commencer à faire, adresser ça dès le début avant que ça devienne quelque chose de plus grave. Parce que plusieurs maladies mentales, ils ont des traitements, comment bien, manque de mots, manage, qu'est-ce que vous passez. Il y a plusieurs méthodes comment on peut adresser ça, puis comment on peut s'assurer que ça ne va pas plus loin, puis qu'on peut traiter ça dès le début. Okay. Alors, ici, j'ai inclus quelques ressources. Pour des ressources de santé mentale, je vous invite à aller à ceci, c'est Ottawa Black Mental Health Coalition. C'est une coalition que FAMAS fait partie. C'est plusieurs groupes à Ottawa
qui s'est mis ensemble pour pouvoir offrir des ressources et pour travailler ensemble pour promouvoir pour aider la communauté noire à accéder des services de santé mentale. Alors, sur ce site, il y a plusieurs options comme où est-ce que vous pouvez aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Et aussi, malheureusement, présentement, FAMAS n'offre pas de services de santé mentale parce que, encore, ça dépend de quand on reçoit des fonds qu'on peut le faire. Mais sur ce site, vous allez trouver d'autres ressources qui sont disponibles qui peuvent vous offrir de l'aide. Aussi, en savoir plus, on a de l'information sur notre site. Le braquet de la lumière sur la santé mentale dans la communauté noire, c'est ce projet que je travaille avec la Commission de la santé mentale canadienne. Puis, ça a pris quelques mois juste pour mettre de l'information ensemble pour savoir comment adresser le sujet, comment vraiment voir c'est quoi les problèmes, où est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide. Alors, je vous invite aussi à visiter ça. Black Mental Health Alliance, qui est partout au Canada, encore, il y a plus de ressources sur leur site web où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide et aussi en savoir plus. Puis aussi de Black Mental Health, the Ottawa Black Mental Health Coalition, comme je vous ai mentionné, a de l'information sur le sujet que j'ai parlé d'aujourd'hui. Alors, OK, bon. Merci. Si vous avez des questions encore, je suis là pour vous. N'hésitez pas à me poser n'importe quelle question que vous avez. Laissez-moi savoir s'il y a... Il y en a déjà une dans le Oui. clavardage. Okay, oui, Marie, il y a une question dans le clavardage qui dit, c'est Mireille, et donc c'est la spiritualité joue un grand rôle dans certaines familles noires. Est-ce que les professionnels de la santé mentale noire ont une formation sur la grande diversité des aspects spirituels, une spiritualité saine et culturelle, un milieu social accueillant qui pourrait contribuer à une meilleure santé mentale, pas seulement le négatif? Oui, quand on a mis le programme de counseling en place, c'était tellement important pour nous d'inclure cet aspect spirituel parce qu'on sait que plusieurs membres de la communauté noire sont très ont une connexion spirituelle. Et alors, quelques membres du projet avaient des formations pour pouvoir offrir cet aspect à la communauté. C'est pas quelque chose que tu dois choisir un ou l'autre, c'est quelque chose qui peut travailler ensemble. C'est je pense que c'est très important d'inclure ça, surtout pour notre communauté. Moi, je sais, dans ma famille, comme je vous avais dit, ma mère et ses sœurs, ils passaient des jours, des semaines à prier ensemble pour pouvoir aider ma sœur. Alors, exclure ça de la guérison n'est pas acceptable pour certains. Puis, je pense que c'est très, très important d'inclure ça. Malheureusement, à cause de COVID, la plupart des sessions ont été faites virtuellement. Mais on s'assure que tout le monde qu'on travaille avec ils ont leur licence, ils ont leur office, puis qu'ils peuvent offrir un environnement sécure, un environnement que les membres de la communauté vont se sentir confortables et aussi que une des choses qu'on faisait, c'est on offre dans le document le formulaire que les membres remplissaient, ils avaient le choix de choisir qui ils voulaient. Puis chaque professionnel avait leur description de qu'est-ce qu'ils offraient. Puis je pense qu'on avait 3 ou 4 professionnels aussi qui offraient la guérison spirituelle en compagnie avec la thérapie qu'ils faisaient. Alors, je pense, comme je disais, quand on parle de la communauté noire, il y a tellement de diversité dans notre communauté. Alors, ce n'est pas juste prendre une personne noire pensant que ça va couvrir tout le monde. C'est important d'avoir plusieurs cultures dans la communauté noire qui peut aider la diversité qu'on a dans notre communauté. Est-ce
que... Merci Marie. Je n'ai plus de questions sur le chat. Merci Antoinette également. Mais j'encourage les gens qui sont là à lever la main pour parler directement à Marie, poser vos questions ou mettez-les dans le chat. Elle est là en fait pour répondre à vos questions. Souvent aussi, une des choses que je trouve qui est très important qu'on puisse faire, c'est que c'est tellement important qu'on travaille ensemble quand ça vient à apporter du soutien à notre communauté. C'est une des choses que vraiment on a bâti cette fondation sur, parce qu'on travaille avec plusieurs organismes, des organismes dans la communauté noire et d'autres organismes généraux aussi, parce qu'on peut pouvoir apporter du support en général, vraiment. Alors, c'est très, 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 très important de travailler ensemble parce que c'est la meilleure façon de pouvoir aider notre communauté. Puis, c'est important d'écouter parce que souvent, on a une idée de comment que les choses vont se passer ou j'aurais pu baser toute la fondation seulement sur mon expérience, mais je sais que notre expérience n'est pas la seule. Plusieurs personnes vont à travers des difficultés et ils vont à travers ces difficultés-là différemment que j'ai j'ai vécu la mienne. Alors, c'est très, très important d'écouter qu'est-ce que la communauté a besoin. Puis, on en apprend à tous les jours. Alors, même si vous avez des commentaires, je vous invite aussi à les partager avec moi. Je pense qu'il y a une main levée. Je pense, Boroma? Oui. Oui, vous avez Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Merci beaucoup pour ta présentation. C'est vraiment très clair. Et justement, je voulais prendre la balle au rebond. Par exemple, quand vous parlez de l'aspect spiritualité, voilà. Je sais que maintenant, c'est la COVID, les gens ne se rassemblent pas, mais bientôt, ça va passer. Sinon on peut dire aussi que les lieux de rencontre, les lieux de culte, que ce soit musulmans ou bien chrétiens, donc c'est des lieux aussi où des gens tissent des réseaux sociaux, ils prient ensemble et c'est aussi thérapeutique pour les problèmes de santé mentale. On s'échange des informations, il y a des connaissances, on peut parler un peu de son problème et puis l'autre va te dire comment lui, il a pu résoudre, il a trouvé une solution, on s'échange des petites informations par-ci, par-là, on est là ensemble, on prie et puis bon, chacun se sent mieux un peu à la fin. Oui. Oui, ça, c'est tellement important. Oui. Ça me fait... parce qu'on sait vraiment que tout le monde, on n'est pas pareil. Pour certaines personnes, s'asseoir puis parler à un psychologue fonctionne. D'autres personnes, ils préfèrent bouger. Oui. Puis aussi, c'est totalement valide aussi. Une des personnes que j'ai parlé avec pour aider sa santé mentale, il joue le tambour. Il y a d'autres qui dansent, il y a d'autres qui font du sport et d'autres qui, comme tu dis, ils vont dans leur lieu spirituel qui est très, très, très important. Surtout, plusieurs membres de la communauté, comme tu dis, c'est là qu'ils trouvent leur centre, c'est là qu'ils trouvent leur connexion. Alors, ce n'est pas une façon pour tous. On a toutes nos façons différentes d'aller chercher ce support. Alors, c'est très important, qu'est-ce que vous avez dit. Marie, j'ai Sénap qui veut intervenir. Vous pouvez juste allumer votre micro et poser votre question. Bonjour, c'est juste pour remercier pour cette formation et tout le travail qui s'est fait en arrière. Je suis une infirmière en santé mentale et puis je travaille dans le milieu hospitalier, aussi bien communautaire. Je suis spécialisée en santé mentale. Donc, ce que je voulais souligner, c'est vrai, il y en a un besoin vraiment criant pour les personnes des communautés racialisées
Et puis, c'est vrai aussi que vous avez vraiment mis l'accent sur la question de ne pas généraliser. La culture, les origines ont une certaine influence. Et puis, j'apprécie énormément, c'était ça mon commentaire. Puis, je voudrais aussi juste faire une petite annonce. S'il y a des parents, je suis présentement en train de faire mon doctorat en sciences infirmières. Je recherche des parents qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués avec les TDAH. S'ils peuvent m'aider pour ma recherche, puis cela aussi pourra nous aider à avoir des données au niveau de la communauté. Donc, je vise de façon générale la communauté francophone, mais j'aimerais bien aussi avoir des parents diversifiés. Merci beaucoup. Merci. C'est très, très important d'avoir des données parce que faut savoir comment que la communauté est touchée, pour savoir quelle sorte d'aide apporter à la communauté. Souvent, même comme organisation, c'est difficile pour nous de trouver des fonds parce qu'il n'y a pas des données qui montrent le besoin. Alors, j'apprécie ça énormément. C'est très important d'avoir des données. Merci Seynap et merci Marie. J'ai une autre question sur le chat, c'est Mariva. Puis la question c'est accompagnez-vous des entrepreneurs ou entrepreneuses de la communauté noire? Elle dit qu'il est important d'être en santé mentale lors de son parcours entrepreneurial, parfois semé d'embûches, notamment avec la COVID. Oui, ça c'est un des projets qu'on voulait travailler avec une organisation qui aide des entrepreneurs. Puis on sait que c'est très important parce qu'on sait que commencer une entreprise est très difficile, mais c'est très stressant. Puis c'est très important de pouvoir bien maintenir sa santé mentale pour continuer sur le trajet. Mais oui, ça c'est un des projets qu'on est en train de parler avec une autre organisation pour voir comment on peut inclure les deux ensemble parce qu'on sait comment c'est important. C'est très, très important, oui. Merci Seynab. Pour ceux qui sont intéressés par comme sa requête, Seynab a mis son numéro de cellulaire sur le chat, donc vous pouvez juste le prendre puis la contacter si vous êtes intéressé. Je n'ai plus de questions, Marie, sur le chat. Je voudrais juste dire à tout le monde qu'on a encore une quinzaine de minutes, donc profitez de l'occasion pour poser vos questions. Moi, je vais reconnaître énormément l'intervention de Seynab et de parler de sa carrière parce que je pense que la communauté noire, même beaucoup d'autres personnes auront besoin d'elle. Elle parle de sa spécialité, de sa recherche en TDAH. Si les familles auraient peut-être des enfants avec un TDAH, j'imagine qu'elle veut parler de troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est ça, Madame Seynab? Oui? Oui, certainement. Merci beaucoup. Je vais essayer de me présenter. Mon projet de recherche porte sur les troubles d'attention, des déficits chez les enfants. Puis je cherche des parents. Et puis l'enfant doit fréquenter l'école franco-ontarienne. Et puis il doit être diagnostiqué du TDAH. Et puis ils peuvent me rejoindre et puis je pourrais donner plus de détails concernant les projets. Mon plus gros, comment que Madame avait mentionné, Madame Marie-Rémy, c'est qu'il nous manque vraiment des recherches et des données pour notre communauté. Et puis, le problème de santé mentale commence très jeune. Et puis, c'est de donner un support à notre communauté, de savoir ce que nous vivons. Je suis partie d'une expérience personnelle en tant que bénévole, en voyant plusieurs parents qui se plaignaient de cela. Et puis, c'est d'où l'idée de faire une recherche sur ce sujet. Et puis, je suis infirmière de formation. Je travaille dans le milieu hospitalier. Puis aussi, je travaille comme infirmière en milieu scolaire.
Donc, ceci est une suite de mon projet de maîtrise que j'avais déjà commencé. Et puis, je voudrais aller plus en profondeur. C'est vraiment très intéressant. Merci. Et puis, ça fait déjà 13 ans que je suis infirmière et que je pratique. Et puis, j'enseigne aussi au milieu universitaire pour les étudiants de sciences infirmières. Merci. Vous aider à faire la promotion, à chercher à recruter les parents. Merci. Oui. Puis quand j'ai parlé en 2013 de mon sujet, puis que à ce moment-là, c'était plus les parents des minorités visibles, terme qu'on n'utilise plus encore maintenant, c'est plus raciste. Les gens étaient comme, on ne prenait pas en considération. Moi, ce que je veux voir, c'est les éléments qui peuvent contribuer au diagnostic, que ce soit un diagnostic réel ou que ce soit un faux diagnostic. Il faut regarder tous les aspects sociaux, politiques, économiques, environnementaux qui sont attachés. Et puis de comprendre l'influence de ces facteurs sur ce diagnostic. Et puis comment mieux prévenir en ayant des interventions plus ciblées. Puis ce que je voyais dans le milieu scolaire, ce sujet était peu discuté et puis très souvent on associé à une problématique que l'enfant a. Ça peut être une relation, la relation entre l'enfant et l'enseignant, ça peut être relié au conflit parental, ça peut être associé à la situation socio-économique, ça pourrait être relié aussi le milieu physique, l'école, les quartiers où il se trouve. Donc, c'est tous des éléments qui nous manquent énormément présentement, que ce soit la communauté en large franco-ontarienne et aussi bien la communauté des gens qui sont d'origine racialisée et noire. Je me rappelle avoir lu cette recherche, mais ça vient des États-Unis, que souvent les jeunes noirs, à la place de voir vraiment c'est quoi le problème de santé mentale qui souffre, ils se faisaient souvent catégoriser comme si c'était un problème d'apprentissage. Ouais. Oui, ou j'ai oublié le behavior. Oui. À la place que c'est un problème de santé mentale, souvent. Oui, excuse-moi. La majorité des recherches que j'en ai présentement vient des États-Unis. Et puis, ce que ça ressort, c'est que très souvent, les enfants ne sont pas diagnostiqués. On associe très souvent que c'est un problème d'apprentissage ou de comportement. Et puis, il ressort aussi un lien vraiment significatif entre les problèmes. Plus tard, on voit une très grande population noire qui sont dans les prisons. Ils disent que c'est des school pipes. Donc, tout cela aussi, on le vit, mais il n'y a pas de données. Ici, si on regarde, on est vraiment, je n'ai pas de données précises, mais on peut voir qu'il y en a une très grande, forte population dans le milieu incarcéral, surtout des jeunes. Donc, c'est des choses qu'on voit, mais qu'on n'a aucune donnée. Ouais. Donc, c'est aller un peu plus loin et puis de voir. Je suis présentement, ma recherche est vraiment exploratoire, mais peut-être elle va nous guider vers d'autres questionnements qu'on est en train de se demander et puis nous aider à avoir des réponses. Ouais. Non, c'est tellement, tellement important d'avoir des données parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir montrer que c'est nos statistiques, c'est ça, qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Puis, c'est pas juste une idée qu'on a en tête, c'est pas juste, on se fait pas des idées, c'est vraiment là. Alors, c'est très, très important. Merci pour ça. Merci. Merci encore, Seynab, pour le partage, pour la participation. Antoinette également, encore une fois, merci. J'espère que vous aurez des personnes qui vont vous appeler pour participer à votre recherche. J'ai une question pour toi, Marie, avant de clôturer la rencontre. C'est quoi l'attitude à adopter justement vis-à-vis de ces personnes, de notre entourage, peut-être de notre famille, qui font face aux problèmes justement de santé mentale? Je pense que qu'est-ce que moi j'ai pu apprendre avec mon expérience, c'est apprendre de la patience. Parce que souvent, la personne qui va vers des troubles de santé mentale, eux-mêmes, ils comprennent pas complètement qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, on peut être frustré parce que je me souviens au commencement,
quand ma soeur me faisait des promesses puis elle ne venait pas, ou quand j'ai dû garder son enfant pendant des semaines parce qu'on ne pouvait pas la trouver, ça me frustrait. Puis, mais parce que je ne comprenais pas vraiment ses troubles. Puis, il faut avoir de la patience, puis il faut essayer de comprendre, puis il faut garder encore, je perds mes mots. Il faut garder l'idée ouverte, il faut essayer de comprendre la personne parce que c'est très facile à dire, surtout quand quelqu'un qu'on connaissait aussi bien change, c'est très facile à pouvoir, tu n'es plus la personne que je connaissais, puis je ne veux pas passer du temps avec toi. Mais il faut savoir pourquoi. Prenez le temps pour essayer de comprendre à la place de se tourner le dos ou à la place de perdre patience avec la personne. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, essayer d'être patient, puis aussi essayer de trouver de l'aide pour la personne aussi. Parce que comme quelqu'un qui prenait soin de quelqu'un avec la maladie mentale, ça vous affecte aussi. C'est quelque chose qui est très lourd à apporter aussi pour vous. Et puis, je pense qu'on oublie souvent de prendre soin de nous-mêmes aussi. Alors, soyez patient avec la personne, mais soyez patient avec vous-même aussi et assurez de prendre soin de vous aussi. Marie, je voulais juste faire un très petit ajout par rapport à la question. En famille ou n'importe où on se trouve, à chaque fois qu'on se rend compte qu'on est face à une personne avec des problèmes débutants, de problèmes de santé mentale, je pense que la meilleure chose à faire, ce n'est pas de lui montrer que quelque chose vient de changer, que c'est scandaleux. Il faut rester calme. Il ne faut pas dramatiser, je pense. Il faut, comme Marie vient de le dire, il faut être très, très patient et patiente pour voir là où ça va arriver, pour voir si la personne peut vous parler, si elle peut coopérer. Parce que souvent, sans le savoir, on peut enfoncer nos prochains. C'est ce qui arrive. Et je sais que tous les problèmes de santé mentale prennent leur origine dans la société. Il n'y a personne qui est responsable de sa maladie mentale, personne au monde. Ça vient de quelque part ailleurs et ça affecte la personne parce que peut-être elle est fragilisée par quelque chose ou par sa faible personnalité ou quoi que ce soit. Donc, moi, ce que je dirais, c'est d'appliquer, comme on aime le dire, c'est d'appliquer aussi le serment d'Hippocrate. Il faut se dire, je ne ferai jamais du mal à mon prochain. Donc, il faut essayer, là où on se retrouve, il faut essayer d'être la personne la plus juste possible pour ne pas déclencher des maladies mentales chez les autres. Et vice-versa. C'est comme ça qu'on peut s'aider mutuellement dans nos communautés, dans nos familles et partout où on est. Au travail, pourquoi est-ce que moi, je devrais m'en prendre à quelqu'un qui a eu un problème et puis qui fait un retard de 5 minutes et qui sait expliquer et que ce n'était pas dépendu de lui. Donc, il faut à chaque fois pratiquer, je dirais, l'humanisme envers les autres. Il faut être empathique. Il faut se mettre à la place des autres. Il faut se dire, si c'était moi, qu'est-ce que je deviendrais? Donc, il faut juste se poser des questions. Et pour essayer d'aider les autres, chaque fois, il faut nous mettre dans leur peau pour se poser la question, si c'était moi, pourquoi? Et puis, il faut aussi se dire, pourquoi vraiment ce problème arrive à lui et n'est pas à moi? Oui, j'ai la chance de peut-être me sentir bien à l'aise aujourd'hui. Qui sait que demain, ce ne sera pas mon tour. Donc, il faut que je fasse le plus de choses positives possibles pour que les autres se sentent mieux dans leur peau. C'est juste un conseil comme ça. Merci. Non, c'est très, très important, surtout le fait qu'on sait que souvent la maladie mentale ne se voit pas. Et puis, le monde ne va pas juste venir te dire « je souffre de ça ou ça ». C'est très, très important de juste
d'avoir l'habitude de prendre un peu de patience avec n'importe qui autour de vous parce que vous ne savez pas qu'est-ce que la personne est en train d'endurer. Comme j'avais mis au début, souvent la maladie mentale, c'est un combat silencieux que quand on passe seul. Puis, je sais que dépendamment de la maladie mentale, mais souvent on se trouve seul. On pense que ceux qui nous aiment ne sont pas là pour nous. Alors, non seulement être patient, mais laisser savoir que, tu vois, quand tu es prêt et tu veux me parler, je suis là. Puis aussi, c'est très important de juste appelle, savoir comment que nos bien-aimés vont. Comment vas-tu aujourd'hui? Tu es sûr tout va bien? Est-ce que tu veux parler de quoi que ce soit? Ou juste vraiment demander comment tu vas. C'est une petite question, mais ça peut faire une grande différence. Comment tu vas? Tu es sûr? Tout va bien? D'accord. Juste sois là, sois présent. Il n'y a rien de mieux que tu peux faire d'être présent pour les personnes qui ont besoin de vous. Oh! Okay. Alors, je dois partir. Merci encore, Marie. Pour Roma, est-ce que vous avez toujours une question? Je vois votre main levée. Ah non, je n'ai pas de question. Je ne sais pas pourquoi c'est toujours levé. Merci. Donc, si on n'a plus de questions, Marie, je voudrais bien rapidement passer un petit sondage. Comme dans une optique d'amélioration, la FO vous demande juste de prendre une petite minute pour répondre à un sondage, rapidement, bien sûr. Alors, on va faire ça à travers la plateforme Slido. Donc, juste pour vous expliquer brièvement comment ça marche. Donc, vous accédez au sondage soit à travers le lien que Chloé va mettre sur le chat ou le code QR que je vais afficher dans quelques secondes. Donc, vous aurez 3 questions. À peu près 20 secondes pour répondre aux 2 premières questions, puis la troisième, vous prenez comme 1 minute si vous voulez pour laisser en fait votre réponse à développement. Puis, je vous encourage